Chers amis, je vous écris depuis Saint-Jean-de-Luz, une ville mythique de la côte basque, juste à côté de Biarritz. Pour la petite histoire, Louis XIV s'est marié ici. Pour leur mariage, le roi Soleil a demandé de créer une nouvelle pâtisserie, et c'est comme ça que les macarons sont nés. Résultat, j'en ai mangé une douzaine depuis le début du week-end, en me promenant le long du charmant petit port de pêche. Bonjour, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous fêter un heureux 14 juillet. Bien sûr, les conditions sont un peu particulières et nous ne nous rencontrons pas à l'ambassade, mais de façon virtuelle. Mais le 14 juillet reste notre 14 juillet. Je voudrais souligner tout particulièrement l'esprit de fraternité. Cet esprit de fraternité qui a permis à 3 patients français d'être accueillis à la Landesklinikum de Salzbourg et grâce à nos amis autrichiens, ils ont été sauvés. Je voudrais aussi exprimer plus largement la solidarité qui nous unit à tous ces pays européens et dans le monde, eux aussi frappés par cette pandémie. C'est pour cette raison, que nous avons tenu aujourd'hui à déjeuner, à honorer toute l'équipe de la clinique d'Hollabrunn qui s'est engagée dans la lutte contre le Covid. C'est avec plaisir que nous les avons reçus à déjeuner et c'est avec plaisir que nous leur disons merci. Mais les relations entre la France et l'Autriche ne sont pas simplement ces relations qui se sont nouées au travers de la crise du Covid, elles sont plus larges encore. Elles sont plus larges et elles comprennent aussi une vaste dimension culturelle. Aujourd'hui commence à Baden une exposition photographique qui sera ouverte jusqu'au 26 octobre, organisée avec la France. Et je me réjouis de cette nouvelle occasion de souligner nos relations également sur le plan culturel. Au-delà de ces relations sur le plan culturel, nous honorerons encore aujourd'hui, à Paris, la solidarité dont a fait preuve l'Autriche et M. Anschober, Rudolf Anschober, ministre de la Santé autrichien, assistera au défilé à l'invitation du président de la République. Ces valeurs de fraternité, de liberté, d'égalité sont plus que jamais fondamentales. Elles sont plus que jamais fondamentales devant les défis qui nous attendent pour participer à notre reconstruction, cette reconstruction qui ne pourra être faite qu'ensemble. On voit bien se dégager les priorités. Ces priorités, c'est évidemment la reconstruction économique. Mais cette reconstruction économique devra aussi être une reconstruction écologique. Elle devra aussi être une reconstruction sociale et solidaire pour avoir de nouveau, ensemble, la maîtrise de notre destin collectif. Soyez assurés que plus que jamais, l'ambassade et tous ses services seront à vos côtés pour faire vivre ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui doivent nous unir, comme elles nous ont unis au plus fort de la crise, et pour nous permettre de tracer ensemble ce chemin qui nous attend. Je vous souhaite un très bon 14 juillet. Chers collègues, chers amis, mes chers compatriotes, je célèbre pour la première fois à Vienne notre fête nationale dans des circonstances très particulières. La pandémie, subie dans le monde entier, a profondément éprouvé les pays et les populations qui ont été touchés. Je tiens d'abord à délivrer un message de solidarité face à la pandémie. Notre pays s'est montré uni, engagé et solidaire au niveau européen et international. C'est d'ailleurs le thème choisi pour l'édition 2020 de la cérémonie militaire de ce jour.
Alors que la situation en termes d'épidémie reste très contrastée, je crois qu'il est important de rendre un hommage appuyé et de manifester notre reconnaissance à celles et ceux qui se sont engagés pour la combattre. Les Français de l'OSCE et les équipes françaises en Autriche, y compris la représentation permanente de la France, comme leurs collègues et leurs amis viennois et autrichiens, ont pris leur part dans cet effort. Quel rôle pour l'OSCE dans ce contexte? L'OSCE est à la fois un laboratoire et un témoin du multilatéralisme. Nous devons continuer, avec patience et détermination, à y poursuivre les objectifs afférents. La paix, la sécurité et la promotion des droits individuels et des libertés fondamentales. C'est la feuille de route que nous fixe chaque année le président de la République, et c'est le mot que je souhaite réitérer le jour de notre fête nationale. Les principes du décalogue d'Helsinki et ceux de la Charte de Paris, dont nous fêtons cette année le 30e anniversaire, doivent rester notre boussole. C'est en exerçant ces missions correspondant à son cœur de métier, en utilisant dans toutes leurs possibilités les trois dimensions sécuritaire, économique et environnementale, humaine et droits de l'homme, que l'OSCE sera le plus utile dans cette période incertaine. Nous en avons les outils. Institution autonome, mission de terrain, dont l'utilité est incontestable. Nous devons également continuer inlassablement à nous impliquer dans la gestion des crises que subit notre continent, en utilisant tous les moyens à notre disposition, que ce soit en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie ou dans la région du Haut-Karabakh. La France assume, comme vous le savez, des responsabilités particulières dans certains formats de négociation qui contribuent fortement, je pense, à cette poursuite de la paix. Je pense en particulier au format Normandie sur l'Ukraine, à la coprésidence du groupe de Minsk sur le conflit du Haut-Karabakh. Ceux-ci sont plus que jamais essentiels alors que la crise sanitaire a révélé de nouveaux risques. La France est aussi déterminée à promouvoir et à défendre les traités et les outils qui, depuis 30 ans, offrent à travers l'espace OSCE tous les moyens nécessaires à la sécurité et à la stabilité politico-militaire en Europe. En tant que troisième contributeur de l'OSCE, la France est également attachée, comme ses partenaires de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique, à renforcer la bonne gouvernance de notre organisation. Un mot sur la coopération européenne au sein de l'OSCE. L'OSCE est une des premières organisations dans laquelle l'Union européenne s'exprime d'une seule voix. Je crois qu'ensemble, et avec nos équipes, nous tous, chers collègues européens, nous nous sommes efforcés de servir fidèlement l'objectif européen des diplomaties de nos 28, maintenant 27, États membres, malgré des difficultés et des divergences inévitables. Nous y avons mis du cœur et de la conviction. Je remercie enfin les Français de l'OSCE pour leur action efficace au cœur du multilatéralisme. Un mot particulier pour l'un d'entre eux, Harlem Désir, qui a su par sa compétence et son sens politique incarner tant auprès des États que nous sommes que dans le monde des médias sa position de représentant de l'OSCE pour la liberté des médias. C'est un succès. Ses plaidoyers et ses actions inlassables au service des principes et des individus dans le domaine des médias rendent justice à une institution unique dans le monde du multilatéralisme. Et nous avons mené une action déterminée pour qu'il poursuive sa mission pour un nouveau mandat de 3 ans. Je vous remercie tous, toutes vos délégations, au secrétariat, au service des conférences, à l'interprétariat, vu qu'ils contribuaient au bon fonctionnement de l'OSCE. Merci beaucoup. Avec la pandémie que nous avons traversée et qui se poursuit dans le monde, ce 14 juillet n'est l'équivalent d'aucun autre. Et notre commémoration aujourd'hui, virtuelle, en est l'illustration. Nous avons traversé ensemble une période de défi. Où que nous soyons, fonctionnaires internationaux, représentation permanente auprès des organisations internationales à Vienne, partenaires de la France dans la vie internationale. C'est vers vous que mes pensées se tournent en particulier à cet instant. J'espère que aujourd'hui, après ces moments difficiles, vous entrevoyez devant nous, avec l'été, des jours meilleurs. Ces moments difficiles, ils l'ont été, naturellement, pour les organisations auprès desquelles nous sommes accrédités, auprès desquelles nous travaillons. Ce fut une période de défi. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons célébrer, c'est que ces défis,
les organisations concernées les ont traversées avec succès. L'Agence internationale de l'énergie atomique a réussi à préserver l'efficacité de son système de garantie contre la non-prolifération nucléaire. Elle a réussi à être pertinente en apportant toute l'assistance qu'elle a pu et dans le domaine de la lutte contre le Covid. L'organisation du traité d'interdiction des tests nucléaires a réussi, quant à elle, à garantir la pérennité de son système de surveillance internationale. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a, pendant cette période où la criminalité profite et prospère sur le dos des crises, pu continuer son action en matière de sensibilisation, en matière de coopération aussi, contre les formes de criminalité qui ont pu plus particulièrement se déployer. Et pour les autres organisations à Vienne, les mandats ont continué à être assumés. Bref, le multilatéralisme viennois est resté à flot, le travail intergouvernemental a pu se poursuivre et c'est à la fois motif de satisfaction, mais aussi de fierté, fierté par rapport à vous, par rapport au travail que vous avez accompli. Dans les mois à venir, la représentation permanente de la France se réjouit de pouvoir encore renforcer la coopération que nous n'avons jamais interrompue, même au plus fort du confinement. Les sujets sur lesquels nous travaillerons ensemble sont nombreux. La lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre la criminalité environnementale, la préservation de l'ensemble des moyens et des outils dont nous disposons pour lutter contre la prolifération nucléaire, balistique, conventionnelle. Dans l'ensemble de ces domaines, la représentation permanente de la France non seulement travaillera avec vous, mais elle le fera avec votre pleine coopération, en ayant à l'esprit les principes, les valeurs, les mots d'ordre, les idées que nous célébrons aujourd'hui, celles de liberté, d'égalité, de fraternité, avec l'appui desquels nous pourrons, à notre place, apporter notre contribution à un monde meilleur. Heureux 14 juillet. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur aborde vos sillons. Land der Berge, Land am Strome, Land der Ecke, Land der Dome, Land der Häme zukunftsreich, Heimat großer Töchter und Söhne, Volk begnadet für das Schöne, viel gerühmtes Österreich, viel gerühmtes Österreich.
Chers tous, je passe mes vacances en Touraine avec des amis. On a loué des vélos en début de semaine et nous remontons la Loire pour voir les châteaux. C'est magique. Vous qui aimez les grands espaces, vous adoreriez les jardins à la française. Ils sont superbes. Demain, on ira au château de Chenonceau. On dirait qu'il a les pieds dans l'eau. Je vous assure, j'ai plein de courbatures, mais ça vaut vraiment le coup.
Chers amis, cette fois je suis dans la plus belle ville du monde, Paris. Avec ses nombreux monuments magiques, de Notre-Dame à la Tour Eiffel, je ne sais même plus où donner de la tête quand je me balade. Ce que je préfère, c'est de me perdre dans les petites ruelles pavées près de Montmartre qui ont tellement de charme. Quand la nuit tombe et que la Tour Eiffel scintille, je m'installe sur l'une des terrasses des nombreuses brasseries pour déguster les spécialités françaises. C'est un pur bonheur. Bonjour, je me présente Frédéric Noury, je suis chef de cuisine à la résidence de l'ambassade de France à Vienne. Je vais vous proposer dans le cadre du 14 juillet 4 recettes de petits fours salés et sucrés que vous pourrez donc par la suite préparer chez vous. Bon appétit. Nous allons commencer par une petite tartelette à la crème de citron et framboise. Donc nous avons besoin dans la recette de 235 g de farine, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, une prise de sel, 120 g de beurre coupé en petits morceaux. Le sablage étant terminé comme ceci, voilà la consistance que ça doit avoir. Le beurre il doit être bien incorporé à la farine, à la poudre d'amande et au sucre glace. Donc forcément, si vous faites votre recette, si vous n'avez pas de robot mélangeur, vous le faites à la main. Vous allez procéder comme ceci. Donc maintenant nous allons incorporer notre œuf entier que j'ai battu au préalable. Et on va terminer la pâte sur la table. Un peu de farine sur le plan de travail. Donc comme ceci, on écrase la pâte, mais on n'insiste pas trop, pour éviter justement de trop la corser. Voilà, donc la pâte là est terminée, on va la filmer et on va la réserver au froid au minimum 3 heures. L'idéal c'est de la préparer la veille. Donc nous allons réunir dans un premier temps les 50 g de jus de citron dans une casserole, le zeste d'un citron jaune, 50 g de sucre semoule, 85 g de beurre. Nous allons porter à ébullition ces ingrédients. Donc nous mélangeons les 100 g d'œufs avec les 50 g de sucre. Nous allons incorporer progressivement ce mélange là. Et nous allons tout remettre dans la casserole. Voilà, nous portons la crème à ébullition. Nous la laissons cuire pendant une petite minute. Donc nous allons débarrasser la crème dans le cul de poule afin qu'elle refroidisse plus vite. Donc nous allons étaler la pâte à environ 2 mm d'épaisseur. Donc là, nous allons, avec un emporte-pièce rond uni, découper comme ceci. Et on va foncer, le terme technique c'est foncer les fonds de tartelette. Avant d'enfourner, je vais garnir celle-ci de noyaux de cuisson. Donc nous allons procéder à l'enfournement dans un four à environ 160 degrés et pour environ 15 minutes. Nous allons terminer la crème citron. Nous allons donc incorporer la feuille de gélatine qu'on a ramollie dans une eau très froide. Donc nous allons bien la presser pour enlever le maximum d'eau. Et nous allons l'incorporer dans la crème qui est encore chaude. Nous allons la filmer au contact. Filmer au contact, ça veut dire que nous allons appliquer le film alimentaire directement au contact de la crème afin d'éviter qu'elle ne croûte. Et nous allons maintenant la stocker au réfrigérateur. Là, je viens de sortir les fonds de tartelette. L'idéal maintenant, c'est quand c'est encore chaud, d'enlever les noyaux de cuisson. Nous allons terminer la crème citron. Nous y allons incorporer de la verveine fraîchement ciselée. On mélange à la crème citron. Donc à l'aide d'une poche munie d'une douille unie, nous allons pocher la crème dans les fonds de tartelette, comme ceci. Ensuite, en élément de décor, une petite framboise. Et pour finir, nous mettrons en finition une petite feuille de verveine.
Maintenant, nous allons élaborer la recette des rochers de l'ambassade. Donc, le rocher en lui-même est composé de 100 g de couverture de chocolat au lait, de 10 g de gavottes écrasées. Les gavottes, ce sont des crêpes dentelles, une spécialité de Bretagne, et 125 g de praliné amandes noisettes. Nous allons donc mélanger ces 3 ingrédients ensemble. Donc faire un mélange bien homogène. Le praliné, vous pouvez avant le réchauffer aussi un peu. Donc surtout bien mélanger le praliné, qu'il n'y ait pas de morceaux. Nous incorporons délicatement la gavotte. Nous allons pour cette recette utiliser aussi des demi-sphères en silicone. Donc surtout, il faut que ça soit bien garnir uniformément les boules demi-sphères et surtout bien aplanir pour qu'après on n'ait pas de difficulté à assembler les deux demi-sphères ensemble pour obtenir une jolie boule. Donc une fois les moules demi-sphères en silicone garnis, nous allons un peu les aplanir en tapotant un peu sur le plan de table. Et nous allons mettre ça en surgélation. Donc l'idéal chez vous à la maison, c'est que vous préparez ces boules la veille. Pour le glaçage rocher, nous allons procéder au mélange de 250 g de couverture chocolat au lait, 50 g d'huile de pépins de raisin et de 70 g d'amandes en grains torréfiés. Donc des amandes entières que nous avons torréfiées au four à 160 degrés pour donner une couleur blonde et ensuite hachées au couteau. Donc là nous allons mélanger uniformément. Donc, nous allons utiliser ce glaçage à une température d'environ 25 degrés. Une fois les rochers surgelés, nous allons donc les démouler. S'il y a des petites bavures comme ici, on n'hésite pas de les nettoyer. Donc nous allons procéder à l'assemblage. Tout simplement, on va coller les deux demi-sphères ensemble. Il faut aller très vite, il faut éviter que ça se décongèle. Le glaçage rocher au contact du froid va directement figer. Nous allons procéder au glaçage. Pour cela, on va s'aider d'un cure-dent. On enlève l'excédent. On remet sur grille. Donc une fois le glaçage terminé, nous allons prendre les rochers et les mettre en barquette, comme ceci. Donc maintenant nous allons effectuer la recette du cake aux olives et sa crème à l'enchoyade de thon. Donc nous allons réunir 20 g de moutarde de Dijon, 40 g de beurre pommade, 100 g d'œufs, mais seulement une partie. Ensuite, une bonne prise de sel, du poivre blanc du moulin, une partie de la farine, le restant des œufs, le restant de farine, ensuite nous allons rajouter 70 g d'olives vertes hachées et 35 g de gruyère râpée, 10 g d'huile d'olive ainsi qu'un peu de persil haché. On termine le mélange à la main, comme ceci. Ensuite nous allons garnir les moules à cake à environ 3/4 de la hauteur. On n'hésite pas à aplanir la surface et nous allons enfourner au four à 170-180 degrés pendant environ 8-10 minutes maximum. Donc maintenant nous allons procéder à la recette de la crème enchoyade de thon. Nous allons mixer 110 g de thon, 30 g de filet d'anchois, 50 g de beurre pommade et pour finir 25 g de mayonnaise afin d'obtenir une crème comme ceci. Je contrôle si les cakes sont bien cuits. Oui, une belle couleur. Donc on les sort du four
et on va les mettre à refroidir sur une grille. Nous allons passer maintenant à la finition des cakes aux olives. Donc nous allons dresser une pointe de crème d'anchoïade de thon sur le cake, accompagné d'un petit capre et d'un peu de cressonnette. Comme ceci. Pour terminer, nous allons réaliser une recette bien estivale, la verrine de melon au jambon cru et figues. Donc nous allons prendre un melon bien mûr. Nous allons dans un premier temps prélever des boules qui serviront à la confection des brochettes. Voilà. Ensuite, nous allons prélever le restant de chair que nous allons mettre dans un mixeur avec du jus de citron vert et un peu de miel d'acacia. Donc c'est au goût de chacun. Il faut qu'il y ait trouvé une bonne balance entre l'acidité du citron vert et le côté sucré, doux du miel avec la chair de melon. Je contrôle si le goût me convient. Ça me convient très bien, donc on va garnir les verrines. Voilà. Ensuite, nous allons finir les brochettes. Donc, nous allons faire des quartiers de figues. Le jambon cru. Une demi-tranche fera bien l'affaire. Donc ensuite, nous allons prendre une boule de melon, le jambon cru en chiffonnade, avec une figue pour terminer. Ensuite, un petit tour de poivre de Timout, c'est un poivre du Népal qui a des saveurs de pamplemousse. Voilà. Ensuite, nous disposons la petite brochette comme ceci sur la verrine. Voilà. Super. Verrine de melon au miel d'acacia, citron vert et sa brochette au jambon cru figue. Bon appétit! Chers amis, je vous écris du Périgord en France, où j'ai visité les jardins suspendus de Marquessac. Ce sont de merveilleux jardins qui surplombent la vallée. Les buis ont été taillés pour créer des formes rondes ou pointues. On y trouve aussi des labyrinthes, des cascades, des petits bosquets et de longues allées ombragées. Mais ce sont surtout les pans qui m'ont marqué. Ils se promènent librement au milieu des terrasses. C'est très beau. À bientôt en Autriche.